Le coup de tocsin. Et pour ce coup de tocsin, nous retrouvons Alexandre Cugnage-Dapreval, avocat au barreau de Paris. Bonjour à vous. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous. Alors, vous revenez, vous, sur l'Arcom. Alors, l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel, comme on a l'habitude de l'appeler, qui a décidé de classer Philippe de Villiers. C'est une décision qui date du mois de mars, le 6 mars 2024. De classer Philippe de Villiers comme personnalité politique et de décompter son temps de parole sur CNews. Où il présente, vous le savez, enfin je ne sais pas si vous le savez, mais voilà, je le redis en tout cas, une émission hebdomadaire. Il avait, Philippe de Villiers, demandé l'annulation de cette décision. Il s'est présenté devant le Conseil d'État et cette délibération, cette présentation devant le Conseil d'État était le 16 juin dernier. Peut-être, je ne sais pas si on a l'extrait de Philippe de Villiers, je demande à mon réalisateur. Oui, alors on va écouter, avant de vous donner la parole, Alexandre, on va écouter Philippe de Villiers justement en mars, quand il réagit à cette décision de l'autorité de régulation. On écoute. Êtes-vous affilié à un parti ? Réponse non. C'est facile à vérifier. Et deuxième question, avez-vous un mandat électoral ? Réponse non, c'est facile à vérifier. Ça s'appelle les critères objectifs. Et là, tout à coup, pour des raisons que je vous laisse imaginer, il y a panique à bord et on ajoute 2 critères supplémentaires. On passe des critères objectifs à des critères subjectifs et la dépêche AFP, d'ailleurs, avale Savalda, crash Savalda. Premier critère supplémentaire, le souverainiste Philippe de Villiers. Ça, c'est un critère pour être décompté. Et deuxièmement, au téléphone, on m'a dit, l'Arcom m'a dit, ah oui, mais il faut voir les audiences que vous faites. Ah bon. Donc, il y a 2 critères supplémentaires. C'est si vous êtes souverainiste, c'est si vous faites des fortes audiences, à ce moment-là, vous devenez homme politique. Donc, moi, je ne suis plus homme politique, je suis sûrement l'Aventin. Ça fait 10 ans, enfin, ça fait... bon, c'est clair, bon. Voilà, bon, on va s'arrêter là. Alexandre, vous souhaitiez réagir à cette décision de l'Arcom ? Oui, alors vous l'avez dit, c'est une décision relativement ancienne, vu qu'elle date de mars 2024, donc il y a plus d'1 an, et c'était dans le contexte des élections européennes que l'Arcom avait pris cette décision. Alors Philippe de Villiers l'a rappelé, enfin, dans l'extrait que vous avez montré. Effectivement, l'Arcom invente de nouveaux critères qui ne sont pas des critères textuels à l'origine. Parce que bon, qu'effectivement, Philippe de Villiers soit, entre guillemets, une personnalité politique, ça ne fait guère de doute, mais en fonction du texte sur lequel s'appuie l'Arcom, il n'est pas, à proprement parler, une personnalité politique au sens de l'Arcom. Donc, comme d'habitude, le gendarme de l'audiovisuel, comme vous l'avez dit, eh bien, prend des libertés avec les textes quand c'est pas très nouveau. Ce n'est qu'un outil de censure, nous le savons très bien. Alors, effectivement, là, il a porté un recours devant le Conseil d'État qui a statué, l'audience était le 16 juin, comme vous l'avez rappelé, mais on n'a pas encore la date de jugement. Je pense qu'on fera un commentaire quand on aura le jugement définitif. Cela étant dit, le rapporteur public a conclu en faveur de l'Arcom et en défaveur de Philippe de Villiers, ce qui n'est pas très... Le rapporteur public, c'est comme le procureur, si vous voulez, Oui. auprès du Conseil d'État. Et le plus souvent, le Conseil d'État a tendance à suivre l'avis du rapporteur public. C'est normal, le rapporteur public est lui-même l'émanation du Conseil d'État. Et on le sait depuis quelques années, le Conseil d'État est une institution complètement dévoyée. Je l'ai déjà dit sur cette antenne, mais je le redis. Ce fut une institution libérale dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui défendait les grandes libertés, notamment la liberté de la presse et d'expression, Oui. puis notamment l'affaire Dieudonné. Et on sait que le Conseil d'État n'est plus qu'un petit outil dans les mains notamment du gouvernement pour chasser les adversaires du gouvernement. Je voulais tout de même soulever un point, enfin à moins que vous vouliez qu'on rentre dans le détail un peu juridique, mais je pense que c'est pas très intéressant. Non, mais comme vous voulez. Non, je voulais soulever un point qui m'a beaucoup amusé dans la décision de l'Arcom, c'est que donc Philippe de Villiers a été classé donc personnalité politique,
mais personnalité politique. Alors, comme il l'a dit lui-même, il est plus dans un parti. Donc, c'est quand même compliqué. Comment vous faites pour classer une personnalité Oui, il a politique? été rattaché à quel parti, du coup? Alors, ils l'ont mis en... alors, attendez que je vous trouve l'expression exacte. Je l'ai oublié. Enfin, c'est pas divers droite, c'est un truc comme ça. Si, si, il est divers droite. Donc, il est dans le camp divers droite. Donc, je vous rappelle que c'est à l'époque des européennes, hein. Mm. Donc, il n'est même pas souverainiste, il est divers droite. Mais alors, moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que les LR sont quoi? Ils sont divers droite? Est-ce que le camp macroniste, par exemple? Mais attendez, vous voulez Et dire qu'en gros, on aurait pu le décompter comme un temps de parole des LR, par exemple? C'est quand même fou, cette histoire. non, alors, c'est évidemment pas ce qu'ils ont fait, mais c'est une question que je me pose. C'est en Bah tout oui. cas un argument qu'on aurait pu soulever, parce qu'après tout, dans le camp macroniste, on a des gens, je sais pas, comme Darmanin, comme Retailleau est ministre macroniste maintenant. On a, comment il s'appelle, Édouard Philippe. On a eu comme Barnier, on a eu l'autre, enfin, tous ces gens-là, Dati, etc., sont, alors, à mon sens, ce ne sont pas des gens de droite, mais ils sont classés aujourd'hui dans le camp de la droite. Donc, est-ce que Philippe de Villiers est un soutien du macronisme à compter parmi ses soutiens? Vous voyez, c'est ça qui pourrait être marrant. Parce qu'en réalité, la décision est tellement absurde, vu qu'il n'y a pas de rattachement officiel à un parti. Mm. Donc, on est obligé de le mettre dans une sorte de fourre-tout. Et ça serait drôle, en fait, d'essayer de pousser cette absurdité dans le sens de dire mais non, en fait, Philippe de Villiers, il est à décompter du temps de parole des macronistes. Mais Et donc, pour CNews, ça serait justement une occasion d'inviter des anti-macronistes pour rééquilibrer le temps de ah oui, parole. remarque, ça pourrait être rigolo. Oui. Et non, mais ça pourrait être. Enfin, moi, je serais un peu taquin et je serais à leur place. C'est là-dessus que j'essaierais de jouer. Parce que c'est vrai que qui décide du coup dans quel parti doit être rattaché? Si la personne qui se dit d'une étiquette ou qui dit qu'elle n'en est pas ne compte plus. Donc si ce sont les gendarmes. Mais Oui. évidemment, c'est tout le problème. C'est-à-dire que vous demandez à une autorité qui n'a d'autorité que ce qu'on veut bien enfin, que ce qu'elle s'arroge, de décider in abstracto qui est qui dans l'échiquier politique. Alors, je suis désolé de dire que Philippe de Villiers est divers droite, ça n'a aucun sens. Oui. Évidemment, Philippe de Villiers est un souverainiste. Mais qu'est-ce qui est le plus important, d'être plutôt à droite ou très souverainiste? Parce que on parlait de CNews, mais sur CNews, il y a Michel Onfray. Oui. Michel Onfray, à ma connaissance, est souverainiste, Oui. mais il n'est pas du tout classé à droite aujourd'hui. Enfin, et lui-même ne se classe pas à droite. Est-ce que ce qui compte, c'est ce qu'on dit de vous ou ce que vous dites de vous-même? Oui. De la même manière que le ministère de l'Intérieur peut classer des gens à l'extrême droite, ou etc., alors que les gens qu'il classe à l'extrême droite ne se classent eux-mêmes pas du tout à l'extrême droite. Enfin, je connais assez peu de gens. Il y en a un que vous avez reçu à plusieurs reprises qui se dit lui-même d'extrême droite. Je crois que c'est Frédéric Sinclair. Oui, tout à fait, oui. Mais c'est assez rare les gens qui disent d'eux-mêmes je suis d'extrême droite. Oui, oui. Mais en réalité, il faudrait écouter ce que disent les gens et surtout leur laisser la liberté de se classer où ils le souhaitent. Enfin, il y a des gens qui revendiquent Oui, d'être parce de qu'en gauche, plus, quels qui sont les revendiquent d'être de critères droite. de classement? Philippe de Villiers l'a rappelé. Normalement, on a plus ou moins des critères objectifs. Là, on part sur des critères complètement subjectifs, par exemple beaucoup d'audience, etc. Bon. Bien sûr. Est-ce Non, est-ce que parce qu'on fait beaucoup d'audience, on est populiste, donc d'extrême droite, vous voyez, enfin, mais on tombe sur il n'y a rien qui tient juridiquement. Oui. Mais bon, de toute façon, comme derrière la juridiction en charge de contrôler les décisions de l'ARCOM, c'est le Conseil d'État, et que le Conseil d'État s'assied depuis maintenant de très nombreuses années sur les grands principes, sur les principes du droit qu'il avait lui-même édicté par sa propre jurisprudence, de toute façon, tout est possible. Mais enfin, on redit la même chose en permanence. Oui. C'est-à-dire que on nous bassine avec l'état de droit à longueur de journée, mais l'état de droit n'existe plus. Il n'y a plus de stabilité du droit. Le droit n'est plus l'émanation du législateur, mais il est en permanence interprété par le juge, et le juge fait n'importe quoi d'interprétation. On a exactement la même chose avec les compétences d'interprétation délirantes que s'octroie le Conseil constitutionnel, à tel point qu'on nous dit « Ah oui, le Conseil constitutionnel pourrait nous interdire de faire des référendums sur tel ou tel sujet. En oubliant que le référendum, c'est l'outil du souverain, et que dans leur pensée à eux, le souverain, c'est le peuple. Donc si le souverain n'a pas le droit de décider précisément du domaine dans lequel il peut intervenir, ce n'est plus le souverain.
Enfin, c'est un raisonnement juridique de base qu'un enfant de 6 ans comprendrait. Oui. Mais manifestement, ça ne fait réagir plus personne. Et de toute façon, la logique et la simple raison semble avoir déserté, j'espère pas toute la France, mais à tout le moins la classe politique. Mais c'est certainement un signe de la fin de leur temps. Donc prenons notre mal en patience. Je ne suis pas sûr que ça puisse durer des siècles. Je pense que tout le monde sent qu'on est dans cette période d'attente. Pardon ? Non, rien, je dis des siècles et des siècles. Oui, mais voilà, il faut j'écoutais vos auditeurs intervenants juste avant. Enfin, moi, j'ai un message à faire passer à vos auditeurs, c'est vraiment ne perdez pas espoir. On a l'impression que tout est figé, mais c'est précisément parce qu'on a l'impression que tout est figé aujourd'hui, que rien n'est possible, qu'on sait que ça va craquer d'un seul coup. Oui. Alors quand, on ne sait pas, mais ça va pas durer 30 ans, ça c'est sûr, hein. Mais il faut tirer espoir de cette sensation de blocage permanente, parce que c'est ça qui nous dit que ça va casser. Que si ça pouvait se réformer par lui-même, ou tranquillement, bon, bah, là, ça pourrait durer très longtemps. Là, on voit bien que ça ne bouge plus du tout, que tout est sclérosé, et c'est pour ça que ça va craquer. Et en plus, c'est la tradition française. Alors, je suis pas devin, hein. Je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou dans 3 ans, mais ça ne sera pas dans 30 ans, ça c'est sûr. On a perdu une bataille, mais pas la guerre, nous dit Alésia dans le chat. Merci beaucoup, Alexandre. Le désespoir en politique est une sottise absolue. Voilà. Merci beaucoup.